Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une matinée intéressante et puis une première présentation intéressante dans l'après-midi. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet réalisé par GS1 France, donc en partenariat avec Xebia. Et surtout, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est un peu comment donc, les services managés d'AWS, dans notre cas, nous ont permis de tenir un planning projet qui était super ambitieux au départ, en quoi ça a facilité un peu la vie des développeurs et donc de Julien. Voilà, donc avant tout ça, on va se présenter. Donc Arnaud Bonnefoy. Moi, je suis en charge de la partie e-commerce chez GS1 depuis, au final, très récemment, depuis 2015. J'ai auparavant une expérience plutôt côté conseil dans des cabinets plutôt orientés sur la partie relations clients, que ce soit physique ou digital. Donc j'avais 8 ans côté conseil. Donc j'ai rejoint l'année dernière GS1 pour travailler sur vraiment l'optique de développer la partie e-commerce chez eux. Bonjour, donc moi c'est Julien, je suis développeur chez Xebia depuis un peu moins d'un an. Je suis développeur back, plutôt Java, puis un peu JS récemment. Et puis j'ai 2 ans d'expérience dans le milieu de l'IT. Voilà pour la partie présentation. Je vais vous présenter, alors je vais essayer de faire assez rapide en introduction GS1. Déjà une petite question au niveau de l'audience, qui connaît GS1, levez la main. 2 personnes, ok. Bon, bah je fais bien de le présenter. Alors, GS1, c'est un positionnement un peu à part. Ça se retrouve aussi dans notre slogan. Alors, on est une société qui est internationale, je reviendrai dessus. Notre slogan, c'est The Global Language of Business. Et en fait, notre objectif principal, c'est de créer et de maintenir des standards qui vont être utilisés par l'industrie, au sens large, par des fabricants de produits, par des distributeurs, par des e-commerçants, pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire en sorte que ces entreprises, elles échangent entre elles de façon plus simple, en réduisant les coûts, de façon homogène et standardisée. Donc c'est un peu notre positionnement et vraiment ce qu'on essaie de faire. Alors on a développé plein de standards. Je pense qu'il y en a un que vous connaissez tous, c'est le code barre. Voilà. Donc tous les codes barres que vous trouvez en grande distribution sur l'ensemble des produits dans le monde, c'est GS1 qui émet ces codes barres. On a d'autres standards, donc on a l'EDI, pour ceux qui connaissent, les échanges informatisés qui permettent de faire des passations de commandes, des passations d'ordre d'expédition. On travaille aussi pas mal en ce moment là sur la partie RFID et tous les process autour. Donc vraiment notre objectif côté GS1, nous, c'est d'aider l'industrie, d'aider tout cet écosystème du commerce, donc tout ce qui tourne autour du produit, à travailler ensemble de façon plus simple et plus standardisée. Du coup, on a un ADN un peu à part. Comme on émet, mine de rien, les codes barres pour le monde entier, on est un peu dans une situation de monopole. Donc on a vraiment un ADN très spécifique, c'est qu'on est une organisation qui est donc gouvernementale qui a but non lucratif. On est dirigé par nos membres. Donc dans notre board, on a nos membres, on a des distributeurs, on a des fabricants, on a des e-commerçants. Et on a surtout un devoir, de par notre mission qui est d'intérêt public, c'est d'assurer une neutralité et vraiment de faire en sorte d'aider l'ensemble de nos membres de la même façon, sans favoriser quelconque entreprise. Quelques chiffres. Du coup, on est présent dans 150 pays. On a donc 112 GS1. Donc moi, je représente GS1 France, mais on a 112 entités dans le monde. On a 1 300 000 membres dans le monde entier.
Nous, côté France, on est la 6e organisation en termes de taille. On a 38 000 membres, vraiment en France, qui sont adhérents chez nous. Et puis, une petite stat intéressante, c'est quand même le code barre, au jour d'aujourd'hui, c'est 5 milliards de scans tous les jours. C'est vraiment un standard qui est ultra utilisé et ultra développé dans le monde entier. Notre board, donc je vous ai dit qu'on était dirigé par nos membres. Donc historiquement, on a été créé, nous, il y a 40 ans. On a beaucoup travaillé dans la partie grande distribution au démarrage. Donc historiquement, on travaillait beaucoup avec des fabricants qui travaillaient eux-mêmes avec des distributeurs. Ils avaient une relation commerciale qui était plutôt simple. Tous les fabricants connaissaient leurs distributeurs. Et puis on a suivi au fur et à mesure l'évolution du commerce dans le monde. Donc on a intégré des entreprises logistiques au sein de notre board. Et puis depuis quelques années, on intègre de plus en plus toute la partie digitale du commerce, donc les grands e-commerçants. On a Alibaba, Google, Amazon ou eBay qui ont rejoint notre board assez récemment. Les défis de GS1, donc c'est vraiment d'accompagner cet écosystème, l'ensemble de nos membres. Donc, au final, on ne fait que suivre un peu les enjeux qu'ont nos membres et donc leurs défis. Donc ça tourne autour forcément du digital, du consommateur, parce que de plus en plus les entreprises essaient de se rapprocher des consommateurs et de les toucher. Et ça touche aussi tout ce qui a trait à la sécurité des produits, à la sécurité des données, à la traçabilité des produits. C'est vraiment des enjeux qui sont assez forts et qui sont assez cruciaux maintenant, et on peut le voir avec les différents scandales qu'il y a eu en France, par exemple avec la viande bovine qui était la viande de cheval. Enfin, on a vraiment des vrais enjeux derrière pour nous de savoir que le produit, c'est vraiment le bon produit qui arrive dans l'assiette du consommateur ou dans sa boîte aux lettres, et qu'il ne va pas poser des problématiques de sécurité derrière. Aujourd'hui, le projet qu'on va vous présenter, il tourne autour de notre premier standard. C'est le GTIN. Alors le GTIN, ça veut dire Global Trade Item Number. Le GTIN, en fait, c'est les 13 chiffres que vous voyez ici en dessous du code barre. Donc c'est vraiment la partie chiffrée des codes barres. Et les codes barres, ce n'est qu'une représentation graphique de ces 13 chiffres. L'idée du GTIN, c'est qu'un GTIN est unique dans le monde entier. Et donc on va identifier l'ensemble des produits dans le monde avec une série de 13 chiffres. Et donc nous, côté GS1 France et puis au niveau international, on accompagne en ce moment beaucoup l'ensemble du secteur e-commerce, donc les marketplaces, les commerçants, les gestionnaires de flux, tout l'écosystème qui tourne autour, pour promouvoir l'utilisation de ce standard. Il y a quelques années, le GTIN, c'était complètement inconnu dans ce milieu-là. Donc nous, on travaille beaucoup avec ces entreprises-là pour faire en sorte qu'ils utilisent le GTIN au sein de leurs applications, qu'ils le mettent en place aussi dans leur process, comme l'a fait la grande distribution jusqu'à maintenant. Et donc celui qui parle le mieux un peu de nos standards et de l'utilisation des GTIN, c'est Eric Tolomé, donc, qui est le directeur de Google Shopping au niveau monde, donc, qui fait partie de notre board, Google donc, a rendu obligatoire l'utilisation du GTIN sur sa plateforme, donc sur la plateforme Google Shopping, depuis mai 2016. Donc on travaille beaucoup avec lui dans un rôle de promotion, d'accompagnement sur qu'est-ce qu'un GTIN, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Voilà. Donc c'est vraiment un de nos gros enjeux maintenant. Et pour faire simple, le GTIN, ça a une importance un peu cruciale pour Google Shopping parce qu'ils ont des vraies problématiques de nettoyage de leur base. Il faut qu'ils arrivent à avoir une base qui est propre, que quand un consommateur, quand un internaute recherche un produit, qu'il ne se retrouve pas devant 45 fiches produits différentes pour potentiellement le même produit, ou alors on n'est pas forcément sûr d'avoir le bon produit à la fin. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette clé qui est le GTIN pour
retrouver le bon produit, pour, côté Google, essayer de faciliter tous les process. Et in fine, l'objectif derrière, c'est vraiment de fournir au consommateur une information de qualité, et que quand il reçoit son produit, ce soit exactement le produit qu'il est commandé. Du coup, on a lancé, en début d'année 2016, un projet côté G5 France. Donc, il y avait deux volets. Une première partie qu'on a appelée Mes codes barres, donc qui est une application web. L'idée, c'était faciliter la vie de nos membres, nos 38 000 membres côté G5 France, et faire en sorte qu'ils puissent allouer de façon automatisée les GTIN. Jusqu'à maintenant, et pendant 38 ans, on leur a donné, vous allez voir après, Julien vous en parlera un peu plus, on leur a donné un préfixe qui correspond au début des 13 premiers chiffres. On leur a dit, ça c'est le préfixe qui correspond à votre entreprise, et débrouillez-vous ensuite pour calculer vos produits et créer vos GTIN, et nous on s'en occupe pas. Donc ça a duré pendant 38 ans. Donc on n'avait vraiment aucune idée du nombre de GTIN qui étaient utilisés par nos membres, et on n'avait même aucune idée à quel produit correspondait quel GTIN. On n'avait vraiment aucune idée de l'information. Donc l'idée c'était double objectif pour nous, c'était construire la première base de produits française. Déjà c'est un objectif pour nous en interne, et aussi un objectif un peu de service client, c'est faciliter la vie de nos membres et leur donner un premier, on va dire, un premier niveau de service client un peu digitalisé. Voilà, donc ça c'est la première partie, on va vous en parler. Et le deuxième volet de cette application, c'est les API. Parce que l'idée, c'est pas que cette donnée elle reste chez nous et puis qu'on en fasse peu importe quoi. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir le plus possible l'accès à cette donnée pour faciliter la vie d'autres entreprises autour du produit et faire en sorte que le système GS1, le système des codes barres et des GTIN, il soit le plus ouvert possible et qu'il soit du coup le plus utilisé. Voilà, donc l'idée, c'était ici de construire deux API avec deux technos un peu différentes, mais on y reviendra parce qu'on avait des contraintes. Qui permettent de se connecter au réseau mondial de GS1 et de donner de l'information à des membres. Donc voilà un peu pour le projet. Et je vais passer la main à Julien. Alors on va rentrer un peu plus dans le sujet. Tout d'abord, un code barre, comment c'est constitué? En fait, un code barre, il y a deux parties. Il y a la partie de gauche qui est, Arnaud vous l'a dit, le préfixe entreprise. Donc là, GS1 à la main, là-dessus, il a une liste de préfixes à allouer, et il va allouer ces préfixes à des adhérents qui ont besoin de code barre. Donc là, GS1 a la connaissance. Ensuite, il y a le code produit, donc le code qui va être attribué à chacun des produits des fabricants. Donc là, GS1, jusqu'à maintenant, ne prenait pas part dans ce processus, et n'avait pas la connaissance, du coup, des produits de ses adhérents. Donc c'est vraiment sur cette partie de droite qu'on a travaillé. Et pour résumer un petit peu le projet, le but c'est d'avoir une application web pour que les adhérents de GS1 puissent enregistrer leurs produits sur cette appli web, c'est-à-dire créer un produit, lui mettre un nom, une description, rajouter des photos, et surtout attribuer un code produit et télécharger le code barre. Donc le but c'était vraiment de proposer un nouveau service aux adhérents de GS1. Ce site permet du coup de récolter de la donnée, les fameux produits, qui va être distribué via deux web services. Alors un premier service SOAP, et oui, en fait c'est le web service historique de GS1 qui a plus de 10 ans je crois. Donc à l'époque c'était à pointe de technologie. Ce web service, le but c'est on lui donne un GTIN, un code barre, et il va nous répondre, voici l'entreprise qui est derrière ce code barre, en l'occurrence Kinder Bueno, ça sera Ferrero. Mais ce n'est pas suffisant comme information. Donc nous avons créé un deuxième web service
uniquement pour la France, qui va, lui, non seulement retourner le nom de l'entreprise, du fabricant, mais également la description du produit. Alors, les contraintes sur ce projet, tout d'abord, GS1 a contacté Xebia au mois de février. Le projet a commencé 2 mois plus tard. Et il y avait une contrainte de temps puisqu'il fallait mettre absolument en production l'API SOAP le 2 juillet. C'était un peu de désorganisation de notre part, comme on est 112 pays. On n'a pas forcément arrivé à se mettre vraiment d'accord sur une date et à bien la communiquer. Donc nous, entre le moment où on a contacté Xebia et le moment du début du projet, on s'est rendu compte que il fallait absolument qu'on lance une nouvelle version de notre API en juillet. Et donc ça a été un peu un des facteurs clés auxquels Xebia a su répondre derrière. Puisqu'ils souhaitaient, donc tous les GS1 dans le monde souhaitaient une mise en production appelée Big Bang, donc tout le monde passe ou ça casse. Contrainte au niveau budgétaire. GS1 avait un budget limité, donc on savait dès le début du projet qu'il y aurait un nombre de sprints de toute façon limité. Donc il faudrait plutôt travailler le scope de l'application. Enfin, contrainte au niveau de l'organisation et des technos. Là, GS1 ne nous a rien imposé. Donc Xebia a pu proposer ce qui lui semblait le mieux en termes d'orga et de techno utilisés. Alors, qu'est-ce qu'a proposé Xebia à cette demande? Xebia a proposé un projet Xebia Studio. Donc, je crois qu'il y a une présentation tout à l'heure, ça sera la dernière présentation de la journée. Donc, Xebia Studio, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe agile, renforcée, qui est managée par Xebia et qui en général se passe dans les locaux de Xebia. Alors comment cette équipe a été constituée? Nous avions un consultant de TIGA qui fait partie de l'alliance Xebia, qui avait le rôle de leader du projet et également le rôle de Scrum Master. Il y avait également un consultant du X-Republic qui était en charge d'établir les maquettes pour l'application web. Ensuite, 2 développeurs Xebia, un profil full stack et un profil back, moi-même. Et enfin, les 2 product owners, donc Arnaud, ici présent, puis Marc, qui du coup venaient très régulièrement chez nous dans nos locaux à hauteur de 50% de leur temps. Et ça, c'était très important pour la réussite du projet. Sur ce projet, seuls les 2 développeurs étaient à plein temps. Les autres personnes étaient surtout présents au début du projet et beaucoup moins par la suite. Alors, le budget a permis de proposer 8 sprints. Voici grosso modo comment ils se sont divisés. On a fait un premier sprint sur l'usine logicielle parce qu'on voulait livrer tout de suite de la fonctionnalité. On souhaitait livrer rapidement pour que les product owners puissent nous faire un retour rapide sur ce qu'on proposait et pouvoir être réactifs et corriger tout de suite les anomalies. Ce premier sprint, donc, nous avons utilisé GitHub pour héberger le code source avec un Jenkins, donc assez classique. Et ça a été aussi, pendant ce sprint, les product owners ont travaillé avec le consultant de X-Republic sur les fonctionnalités de l'application et sur le design de l'application. Ensuite, il y a eu à peu près 3 sprints sur l'application web. On a utilisé les technos Angular 2 et Node.js. Ensuite, 2 sprints sur l'API SOAP, Gepir. Ça n'a pas été très simple. Et puis, un sprint sur l'API REST. Voilà, donc on a bien 3 applications. Et enfin, un dernier sprint sur tout ce qui est infra et sécurité, qui était en fait un peu étalé sur toute la durée du projet. Alors justement, ce qui concerne l'infrastructure, on a utilisé AWS. Alors pourquoi? Déjà parce que le client était plutôt demandeur d'utiliser un hébergement sur le cloud. Et puis pourquoi AWS? Aujourd'hui, c'est un cloud qui est très abouti. Et puis chez Xebia, on travaille depuis longtemps avec. Donc on a le retour d'expérience sur ce service-là. Donc ici à droite, vous avez la liste des services qu'on arrive sur la console AWS. Donc voilà, c'est un cloud assez fourni.
Alors moi, je connaissais pas les services cloud quand je suis arrivé sur cette mission. Donc la première fois où je me suis connecté sur la console, je pensais utiliser deux services. Le service de management des applications et puis une base de données quand même. En fait, on a utilisé un peu plus de services que ça. Voici la liste. Je pense qu'il en manque encore quelques-uns. Donc voilà, on a choisi vraiment d'utiliser et d'abuser des services d'Amazon, surtout par commodité et par facilité. On souhaitait avancer vite. Donc dès qu'on avait une problématique, on a utilisé le service Amazon associé. Les pour et les contre d'Amazon, on a rencontré un peu des deux côtés. Donc c'est facile d'utilisation. On arrive la première fois sur la console, en quelques heures, on arrive à créer nos premiers serveurs, nos premières applications, etc. Donc c'est quand même rapide à prendre en main. La rapidité, donc effectivement, quand on monte un serveur en quelques minutes, on peut l'utiliser. Et puis les nombreux services qui permettent de répondre quand même à la très grande majorité des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui sur des projets informatiques. Côté négatif, il y a tout de même la nécessité d'être formé aux bonnes pratiques, parce qu'on peut faire beaucoup de choses très facilement, mais on peut faire aussi les choses de façon très négative, surtout en termes de sécurité, où par défaut, Amazon c'est un peu permissif, il y a des IP publics, des endpoints publics, donc il faut quand même être accompagné par des ops pour être robuste en termes de sécurité. Et puis deuxième point, difficulté d'en sortir. C'est pas toujours le cas. On peut utiliser simplement des instances de serveurs et puis se connecter en SSH et faire tout ce qu'on veut faire. Nous, on a choisi une intégration un peu plus forte. Donc pour nous, sortir d'Amazon aujourd'hui, il y aurait un petit peu de boulot. Alors ensuite, la base de données, justement, je pense que c'est cet élément-là qui nous donnerait le plus de travail si on devait migrer vers une autre solution. On a choisi la base de données propriétaire Amazon, qui est une base de données NoSQL qui s'appelle DynamoDB. Pourquoi on a choisi cette base? Déjà, le modèle souple de NoSQL nous intéressait. Et puis, c'est surtout que cette base de données est proposée comme un service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur à installer, de créer des instances, d'installer nos bases de données, etc. On clique sur créer schéma et puis on peut tout de suite créer une table et envoyer des données dedans. Et je crois qu'il n'y a pas de limite théorique en termes de quantité de données qu'on peut mettre sur Dynamo. Donc on peut envoyer des terras de données. AWS va gérer derrière tout ce qui est nécessaire pour pouvoir encaisser une telle quantité de données. Ouais. Juste pour ajouter aussi sur un argument aussi sur la partie modèle souple, nous quand on a commencé le projet, on avait une idée théorique des attributs qu'on voulait associer à un produit, mais c'était vraiment très théorique. Et donc au final, le fait de partir sur DynamoDB, pour nous, c'était un avantage en termes vraiment de souplesse. C'est vrai qu'on a pris à peu près, je pense que 1 à 2 sprints avant de vraiment définir de façon très précise les champs, les attributs qu'on voulait associer à un produit. Et puis là, nous, on est en train j'en reparlerai un peu plus tard, mais de réfléchir un peu à la suite de l'histoire sur le projet. Et donc, on va sûrement aussi faire évoluer les champs, les attributs et donc le modèle derrière. Alors, côté négatif, un côté négatif de taille, c'est la nécessité d'adapter son provisioning en permanence. C'est-à-dire qu'AWS, en fait, on lui dit telle table, tel index va recevoir, par exemple, 50 requêtes secondes. Et si la table ne reçoit que 25 requêtes secondes, on va payer 50 requêtes secondes. Et si on dépasse, on a un risque que la base de données ne réponde pas. Donc sur chaque table, chaque index, il faut trouver le juste milieu de ce qui va être consommé en termes de requêtes. C'est pas très pratique. Et puis deuxième point négatif, aujourd'hui il n'y a pas de sauvegarde automatique de la base de données, donc ça c'est un peu embêtant. Je crois que ça devrait arriver, ou en tout cas on ne l'avait pas quand on a fait le projet. Donc sur cette base de données, il a fallu importer les données initiales de GS1, parce que côté GS1,
Ils ont géré l'achat des préfixes, se fait toujours côté GS1, la gestion des adhérents, etc. Donc nous, il nous fallait ces données des adhérents qui vont se connecter à l'application web, quels préfixes ils ont déjà, etc. Donc GS1, pour eux, le plus simple, c'était de nous envoyer un fichier. Donc on aurait pu, nous, de l'autre côté, faire une application avec des serveurs, etc. pour gérer ce fichier. En fait, AWS propose quelque chose de plus simple, c'est les fonctions lambda. Fonction lambda, c'est, d'après AWS, un service de calcul sans serveur, en tout cas pour nous, en tant qu'utilisateurs. Le but, c'est d'avoir une fonction qui va exécuter du code à une réponse à un événement. Donc ça se passe en 3 étapes. Au début, on rédige son code. Aujourd'hui, Lambda accepte 3 langages, Java, Node.js et Python. Ensuite, on configure, donc on lui dit quel est le nom de la méthode qu'il va falloir exécuter, les droits d'accès, par exemple, est-ce que ma méthode a le droit d'accéder à la base de données, et puis le timeout. Alors, quand on règle le timeout, on se rend compte que, en fait, on ne peut pas dépasser 5 minutes d'exécution. Donc, c'est un service qui est bien pour répondre à un événement et faire un traitement bref. C'est pas du tout adapté pour faire des gros traitements. Et puis enfin, le choix de l'événement. Donc l'événement va être passé en paramètre de la méthode. L'événement peut être à peu près tout ce qui arrive sur l'environnement AWS. Ça peut être une nouvelle donnée en base de données, un nouveau message, un utilisateur qui se connecte, etc. Donc nous, c'est ce qu'on a mis en place pour l'import de notre fichier de GS1. Nous, en l'occurrence, notre événement, c'est le fichier GS1 avec les données des adhérents qui arrive sur un bucket S3. Ça déclenche notre lambda qui va intégrer ensuite le fichier directement en base de données. Donc l'avantage de ce service aussi, c'est qu'on paye à l'exécution de la méthode. Donc on ne paye pas un serveur 24/24 si la méthode est exécutée 3 fois par jour. Donc ensuite, surtout au démarrage du projet, nous, on en a travaillé donc vraiment à la partie conception, donc avec Tiga et avec UX République, donc avec notre spécialiste de l'UX, à la conception de l'application. Nos 2 besoins, j'en ai déjà parlé, c'était déjà connaître les produits de nos adhérents, et ça c'est un enjeu qui est un peu crucial pour nous. Et puis la partie service client digital, et donc faciliter le parcours de nos membres au sein de GS1. Auparavant, on avait grosso modo 500 appels par mois de personnes qui nous appelaient au service client en nous demandant « J'ai bien reçu les 10 premiers codes, mais comment je crée les suivants ?» Environ 500. Voilà, donc c'était aussi un besoin qui était assez fort côté service client. Et du coup, on a quand même un défi autour de ça, c'est qu'on a 38 000 membres, mais on a 38 000 membres qui viennent d'univers très variés. Une grande partie, par exemple, de nos adhérents, un grand volume, entre guillemets, c'est les vignerons. Des vignerons sur une appli web, certains s'en tirent très bien, d'autres c'est un peu plus compliqué. Donc nous, on avait un défi qui était assez fort, c'était réaliser une appli web qui soit compréhensible vraiment pour une grande typologie d'acteurs différentes. Donc c'est pour ça aussi que la prestation du UX République et l'aide vraiment sur la partie conception, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous, sur laquelle on a quand même investi beaucoup de temps au début. Donc je vais passer assez rapidement sur les principes qu'on a mis en place pour plutôt prendre un peu plus de temps pour vous faire une toute petite démo de l'application. Mais grosso modo, on a fait 4 étapes sur la partie UX. Une partie qu'on a appelée le warm-up, qui était un peu une étape de définition de ce qu'on voulait faire, vraiment de façon un peu plus précise que ce qu'on avait en tête. Donc, quelles sont les cibles, quels sont les besoins, quels sont les bénéfices qui vont être apportés par l'application. Les personas, on a essayé de définir des personas avec UX République qui se rapprochent le plus de nos membres. Donc, par exemple, on a Hervé, qui est c'est des données qui sont issues de notre propre CRM, qui sont des données assez réelles, qui est un vigneron, c'est une grosse partie de nos membres. Donc on a essayé de représenter un peu quels étaient ses besoins, qu'est-ce qu'il faisait au jour le jour en tant que vigneron et pourquoi est-ce qu'il avait besoin de GS1, et du coup, surtout essayer de comprendre quels étaient ses freins et
qu'est-ce qui pouvait le freiner sur l'utilisation de l'application. On a ensuite, à partir de ces personas, de ces besoins, des cibles, défini un peu les différentes fonctionnalités, les différents scénarios utilisateurs. Et après, donc, notre UX designer, donc ça a beaucoup travaillé sur la partie design et graphisme et mécanisme du site. Donc on va en profiter pour refaire une toute petite démo, ça va être très rapide, sur mes codes barres, en espérant que tout se passe bien. Voilà, donc quand on a un nouveau membre qui rejoint le réseau GS1, on lui donne accès à l'application, donc avec un login, un mot de passe, et on lui dit, ben, écoute, cher membre, si tu veux créer des GTIN. AWS propose CloudWatch, qui est donc l'outil centralisé qui permet de superviser tous les services d'Amazon. Donc on règle, on peut créer des alertes, etc. C'est assez complet. On va du coup oublier la démo, je suis désolé, j'étais sur le réseau du Wi-Fi en haut et j'ai oublié de me connecter là-dessus. J'essaierai de vous faire ça après, pendant la session de questions-réponses. Voilà. Donc une fois qu'on a eu réalisé donc la partie un peu graphique, c'est la technique qui s'est mise en place. Et donc là, je repasse la main à Julien. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place niveau technique sur ce projet ? Tout d'abord, le côté front. On est parti sur de l'Angular 2. À l'époque, il n'était pas encore sorti, il était en version bêta. Et on a terminé le projet, il était en release candidate 3-4, je ne sais plus. Alors, c'est pas moi qui fais le front, c'est Sébastien. Mais les migrations successives ont été un peu compliquées. Parce qu'en fait, il cassait un certain nombre de choses à chaque release candidate. Donc voilà, ça n'a pas été simple. Ce front est hébergé sur un bucket S3, qui est un espace de stockage, qui est fait aussi pour héberger des sites web statiques. Tout ceci est branché sur un CloudFront, qui est un CDN, qui permet du coup de distribuer l'application web à travers le monde. Alors nous, c'est pas tellement ça qui nous intéressait, c'était plutôt la possibilité d'utiliser des certificats SSL sur notre appli web, qui se fait très simplement. Il y a un service, on crée nos certificats gratuitement, et on peut les attribuer ici. Côté back, on a une application en Node.js, hébergée sur un Elastic Beanstalk. Ensuite, les bases de données, donc DynamoDB, et puis un Elasticsearch également, parce qu'on a une petite barre de recherche qu'on voulait vous montrer, qui permet de rechercher rapidement des produits dans notre liste. Et enfin, côté donc, utilisateur, on a utilisé le service Route 53, qui est un service qui permet de gérer un nom de domaine. Donc GS1 a acheté mescodebars.fr chez leur registre habituel, et on a pu rapatrier la gestion du nom de domaine sur AWS. Donc c'était très pratique. Alors, on n'avait pas d'adhérence avec les équipes externes ou attendre qu'un nouveau DNS ait été mis en place, etc. Tout se fait là-dessus et c'est instantané. On va maintenant parler des API, des deux API qui permettent de distribuer le contenu de cette base de données. Donc l'API SOAP, la première, pas simple, ça s'appelle Gepir. Ça fait plus de 10 ans que ça existe chez GS1. Et il y a eu une montée de version, donc ils en ont profité pour écrire tout le web service. Avant, Gepir tournait sous WinDev, donc il fallait une petite cure de jouvence. Alors ce web service permet de communiquer avec les autres nœuds GS1 à travers le monde. C'est-à-dire que moi, je prends un code barre américain, par exemple, et je vais interroger le Gepir américain pour savoir quelle est l'entreprise derrière le code barre. Tous les nœuds sont clients et serveurs. Donc je peux interroger les Américains peuvent m'interroger. Mais les Américains peuvent aussi m'interroger pour un code barre allemand. Donc il faut que je questionne les Allemands, récupère la réponse. Donc il y a des effets de cascade comme ça, pas toujours très simples. Et puis il a fallu gérer donc, les codes barres de GS1, les standards de GS1. Entre autres le GTIN. Le GTIN, c'est le code barre qu'on voit tous les jours en tant que consommateur sur tous les produits que l'on croise. Donc c'est le standard le plus utilisé, mais en fait il y en a beaucoup d'autres pour plein de domaines différents. Donc il y en a dans l'automobile, il y en a pour le fret ferroviaire, il y a même un code barre spécial pour les palettes en bois dans les entrepôts.
Donc voilà, il a fallu implémenter toutes les logiques métiers de ces codes. Et la liste n'est pas exhaustive, hein. Il y a encore d'autres codes qu'on gère. Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de standards. Le plus connu, c'est le GTIN et le code barre, mais surtout en logistique, notamment, on a quand même pas mal de clés et de mécanismes derrière. Et donc le contrat SOAP étant ce qu'il était, il a fallu donc implémenter tous ces codes barres dans l'appli, dans le web service. Côté technique, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place une application Java. On voulait quelque chose de robuste et qui ait fait ses preuves dans du SOAP. On a hésité avec Node.js, mais Node.js pour exposer du SOAP, c'était pas suffisant. Donc voilà, on est parti sur du Java, qui est hébergé sur un Elastic Beanstalk. Et là, j'ai découpé en fait les deux éléments qui constituent ce service. D'abord, il peut y avoir une instance ou plusieurs instances de serveurs. C'est-à-dire que, étant donné que c'est un web service, potentiellement, il peut y avoir une forte charge sur les serveurs. Et donc, il y a un système qui permet d'instancier des nouveaux serveurs jusqu'à ce qu'on puisse encaisser la charge. Donc ça, c'est très simple d'utilisation. On règle les paliers pour les seuils de déclenchement de montage et démontage des instances, et AWS gère le reste. Et puis devant, du coup, on a un load balancer qui se charge de distribuer la charge sur les serveurs. Derrière, toujours notre base de données. Devant, notre requête SOAP, qui passe également par Route 53. Et la petite subtilité ici, c'est qu'on a dû utiliser un NAT, puisque l'authentification du réseau Guépier se repose entre autres sur l'adresse IP. Donc il fallait une adresse IP unique. Quand on a plusieurs serveurs, c'est compliqué. Donc le NAT permet d'avoir un point de passage de sortie unique auquel on peut attribuer une adresse IP fixe. On a eu quelques difficultés au niveau des tests. Parce que Guépier, il y a eu des tests unitaires sur l'usine logicielle, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais quand on essaie de se connecter aux 30 autres pays, on se rend compte que chacun a implémenté un tout petit peu différemment le contrat WSDL. Et donc, on avait très très rapidement des conflits et des problèmes de requêtes. Donc, il y a eu un travail de la part d'Arnaud de collecte déjà de données auprès des partenaires, des autres GS1 dans le monde, pour avoir un cahier de tests qu'on puisse jouer. Ensuite, il a fallu trouver un moyen de jouer des tests comme ça, un peu à la demande, pour voir notre état de stabilité, de connexion avec les autres web services. Pour ça, on a utilisé SOAP UI, qui est un outil qui n'est pas tout jeune. En même temps, SOAP, c'est pas tout jeune non plus. Et pour faire des tests robustes, avec des scripts assez longs et voir les asserts, voir les requêtes qui passent et qui ne passent pas, honnêtement, c'est encore très très bien. Ensuite, on est passé au deuxième web service, cette fois-ci du REST, beaucoup plus simple. Le but, donc ça, c'était pas compris dans le scope initial du projet. Il a été rajouté en cours de projet. Parce que Arnaud s'est dit quand même, Guépier, bon, c'est un peu compliqué. Pour nos adhérents, c'est pas très simple d'utilisation. Nous, on veut un nouveau web service. Et en plus, sur ce web service, on va pouvoir requêter directement les produits et pas que le fabricant. Donc, on a écrit un web service REST assez classique, un Node.js, qui interroge notre base DynamoDB pour les codes barres français. Donc ça, c'est bien, ça marche bien. Mais les utilisateurs souhaitaient également pouvoir accéder aux codes barres étrangers. Et donc là, il a fallu qu'on se branche à Guépier. On n'avait pas le choix pour tous les codes barres étrangers. Donc là, on a des temps de réponse qui sont un peu plus longs, forcément, puisqu'on passe par plusieurs nœuds à travers le monde. Mais voilà, en fait, on a réussi à abstraire la complexité de Guépier pour les adhérents français qui, du coup, maintenant utilisent un web service REST. Le but un peu de ce web service, c'est notamment de faire de la vérification et de la validation. Donc un des gros besoins qu'on a nous derrière, c'est des marketplaces qui vont avoir 15, 20, 25 millions de références en base. Ils vont vouloir vérifier leur base. Et donc, on va avoir des marketplaces qui vont arriver et puis venir chez nous, dire bah voilà, ce mois-ci, j'ai 25 millions de refs à valider. Donc, je vais t'envoyer 25 millions de GTIN. Merci de me dire à quoi ça correspond. Et du coup, moi, je veux pouvoir regarder si tout ça, c'est bon. Donc là, on a aussi vraiment des gros besoins de performance.
Et du coup, les services managés, enfin la partie vraiment Amazon, ça nous a permis aussi de faire vraiment un dimensionnement assez fin des tuyaux, hein, du tuyau Jetinfo, notamment pour la France. Donc nous, on a une capacité à date vraiment théorique, hein, de valider 34 millions de Jetine par jour. C'était un peu notre souhait. Donc on est capable d'encaisser entre guillemets la charge d'un Cdiscount qui veut valider l'ensemble de sa base sur une journée. Voilà, c'était un peu le besoin, nous, et notre prérequis quand on allait voir, quand on a discuté avec Julien et avec les développeurs. D'où le choix du cloud, entre autres. Alors on va passer à la conclusion. Alors pour moi, en tant que développeur, AWS, c'est quand même un vrai gain de temps. Pourquoi? Déjà parce qu'on n'avait pas d'adhérence à des équipes externes, infra, qui seraient chez GS1. On a pu tout gérer nous-mêmes. Et puis la simplicité d'utilisation fait que on peut avancer très vite et finalement se focaliser sur les fonctionnalités à livrer aux clients. Le projet étant assez petit finalement, si on passait la moitié du temps à faire l'infra, c'était pas intéressant pour le client. Un petit mot sur Gepir qu'on devait mettre en prod le 2 juillet. On était prêts, mais les autres pays n'étaient pas prêts en fait. Et ils n'étaient peut-être pas sur Amazon. Donc du coup, la MEP a été repoussée de quasiment 3 mois. C'était le mois dernier. Voilà, ça s'est bien passé. Et enfin, GS1, c'est un projet comme on les aime bien chez Xebia, parce que c'est un projet from scratch où on a le choix des technos, de l'organisation, et on apporte de la vraie valeur au métier. Et en plus, Arnaud va vous le dire, mais je crois que c'est quand même plutôt une réussite pour ses adhérents. Ouais, nous, on a eu, c'est ce que j'ai mis ici, hein, on a ouvert l'application de façon assez limitée au début. On l'a testé un peu, donc on l'a ouvert uniquement à nos nouveaux adhérents depuis le début de l'été. Et en 3 mois, on a eu 300 000 Jetines qui ont été insérés dans notre base. Donc nous, on ne s'attendait pas à ça. Quand on avait fait les projections début janvier, quand on a vendu un peu le projet, quand j'ai vendu un peu le projet avec Marc à nos directeurs, nous on s'était dit si on arrive à 250 000 d'ici fin décembre, c'est génial. Voilà. Donc on arrive à 300 000, 320 000 à date. Donc on a dépassé très très rapidement nos objectifs. Donc ça c'est super. Surtout on a eu aussi plein de retours très très positifs de nos membres, notamment sur la partie ergo que j'ai pas pu vous montrer, mais aussi des intérêts. Donc on a des gens qui sont venus nous voir en disant ce que vous avez fait c'est génial, c'est super, mais j'aimerais aussi, moi je suis une fédération, je travaille sur un secteur d'activité un peu particulier, j'aimerais bien faire un peu la même chose mais customisé, et ce serait pas mal qu'on puisse faire ces projets ensemble. Donc nous on a des discussions en ce moment avec des fédérations, avec d'autres membres pour développer un peu l'application. Et puis on a fait un peu un retour d'expérience avec les autres pays, avec les autres GS1, pour voir un peu où est-ce qu'ils en étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, et leur présenter un peu le projet. Et on a pour l'instant, donc on a 7 autres pays qui sont intéressés par la plateforme. Donc là, on est en train de discuter entre GS1 pour pouvoir créer une petite communauté et puis partager après les idées, les coûts de développement derrière. Donc voilà. Donc c'était vraiment un super projet pour nous. Surtout, on avait un budget qui était quand même, mine de rien, assez limité au début. Et je pense que les services managés, ça nous a vraiment permis de réduire le temps et d'insérer beaucoup de fonctionnalités qui étaient vraiment un peu cruciales pour nous. Et puis moi, je le vois, alors je suis pas développeur, je suis pas quelqu'un de très technique. Par contre, avec AWS, je suis capable de faire une requête hyper simple en base pour regarder si un produit existe ou pas. Je suis capable d'aller regarder le nombre de produits que j'ai en base. Je peux regarder vraiment de façon, en tant que kidam, deux, trois choses sur les services managés. C'est plutôt simple à comprendre et ça me permet de répondre à des questions un peu basiques sans avoir à passer par un expert technique derrière pour me permettre de répondre. Donc, pour nous, c'est vraiment un super projet et en tout cas, on a eu les félicitations de nos membres et puis même de nos directeurs et de nos membres de notre board derrière. Voilà, et les questions, si vous avez des questions. Et moi, je vais essayer pendant ce temps de me brancher sur le Wi-Fi pour vous faire la démo a posteriori. Voilà, merci.
Avec quoi vous avez testé vos services REST, juste pour info? On a utilisé Postman pas mal pour faire des tests manuels. Et pour les tests unitaires, je ne sais plus quel framework de test on a utilisé, mais il y en a pas mal. Oui, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de sauvegarde en fait sur la base de données sur Amazon. C'est adressé comment? Ou alors il n'y a pas de, c'est un non-sujet? C'est un non-sujet ou c'est adressé par ailleurs d'une autre manière? Alors normalement, c'est prévu par Amazon de mettre en place un service de sauvegarde. Donc actuellement, on sauvegarde nos données on a également un Elasticsearch qui est utilisé. Donc nos données, au cas où, sont là. Alors c'est pas l'idéal pour le moment, mais on devrait de toute façon démarrer un lot 2 prochainement. Et il va y avoir, entre autres, la mise en place d'une sauvegarde robuste de la base de données. J'ai vu pendant la présentation que vous utilisiez du Lambda pour faire vos imports de fichiers et que le timeout était limité à 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe quand le fichier est trop gros, que la durée de traitement dure plus de 5 minutes? Vous éclatez le fichier en plus petits bouts ou mettez autre chose? Enfin, je sais pas. Bah effectivement, de 5 minutes, ça pète, hein, clairement. Mais on a une alimentation en continu de la part de GS1. Donc dès qu'il y a une modification de leur côté, ils nous envoient un fichier qui fait en général quelques lignes. Mais on a fait un import initial avec toutes les données, et puis après c'est vraiment au fil de l'eau. Donc on reçoit 10, 100 fichiers par jour. On découpe vraiment le travail. Il y avait, ouais, par là. Là, vous étiez 2 sur le projet. Est-ce que vous aviez déjà des compétences avant, au moins sur de l'infra, sur de l'ops, ou vraiment en dev de base, entre guillemets, vraiment, qui n'a jamais vu, il peut s'en sortir? Non, effectivement, on était tous les deux assez juniors dans le domaine. Après, on avait la chance d'être chez Xebia, dans les locaux de Xebia, avec d'autres projets autour. Et donc, on a été pas mal accompagnés par des experts Amazon. Je pense à Jonathan, d'ailleurs, qui est là, entre autres. Donc, tout seul, ça aurait été difficile. Il faut voilà, des gens qui ont l'expérience. Dernière question. Est-ce que vous avez pris en compte dans le projet la facturation Amazon? Qu'est-ce que ça donne au bout d'un mois d'utilisation et qu'est-ce que ça va donner à pleine charge? Alors nous, on avait, Xebia, au début du projet, dans la partie coût, nous avait fait une estimation des coûts in fine. On a repris, nous, la main sur le contrat, donc on a, nous, la facturation chez nous. Au final, c'est très, très raisonnable. On est, alors je vais vous donner un ordre d'idée, mais on est autour de 1 500 € par mois. Donc c'est très raisonnable, sachant que, alors je suis pas du tout un expert IT, mais nous on avait d'autres projets qui étaient hébergés en propre, sur lesquels on était plutôt autour de 50K à l'année pour de l'hébergement plus de l'infogérance. Donc là, on a des coûts au final qui sont vraiment largement maîtrisés. Et puis, on est capable aussi de savoir si on fait une modif en direct. Si demain, je veux augmenter mon nombre de requêtes sur la base de données, c'est un clic et je suis capable de l'estimer. Je sais que passer de 50 lectures secondes sur ma table de produits à 100 lectures secondes, je vais passer de 150 € par mois à 170. Et donc je connais vraiment en temps réel tous ces changements-là. Donc c'est plutôt quelque chose qui est intéressant. Après, on a eu quand même une grosse difficulté, nous, quand on a repris le contrat, c'est que de base, Amazon force sur une carte de crédit, le paiement par carte de crédit. Donc il a fallu que je mette ma carte de crédit entreprise. Le comptable, il n'était pas du tout content. Le DAF encore moins. Et j'ai dû passer à peu près 1 mois et demi avec le service client Amazon à faire des rebonds jusqu'à obtenir au bout d'1 mois et demi la possibilité d'avoir un prélèvement en direct. Voilà. Ça nous a pris un peu de temps, maintenant ça marche et c'est plus facile.
Bon, Anne m'a fait signe que c'était fini. Donc, allez, une petite dernière question et puis. Si j'ai bien compris, vous avez intégré des données de clients dans Amazon. Il n'y a pas eu de réticence des clients. Enfin, est-ce qu'ils en sont conscients? Alors, on abordait ça, nous, d'un point de vue juridique, quand on a travaillé au début sur l'application. Donc, on a eu un gros chantier avec notre juriste. Donc, tout est cadré, nous, derrière, dans les CGU, qui sont d'ailleurs téléchargeables après sur l'application. On a, in fine, très peu de questions de nos membres sur ces aspects-là de protection des données et de questions juridiques sur qui peut y accéder. Actuellement, les gens sont plus inquiets de ne pas être visibles que inquiets de nous donner leurs informations. Sachant que notre but, nous, c'est pas de faire de l'argent sur ces données-là, c'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment de favoriser l'utilisation des produits, des informations qui sont liées aux produits pour développer l'écosystème et faire en sorte qu'au final notre Jetin y marche. On avait avant, des membres qui codifiaient mal. Donc on leur donnait son code et arrivé au centième, ils continuaient. Ils incrémentaient de 1 et donc ils piquaient les codes d'un autre membre. Et ça se retrouve après chez Carrefour. Ça se retrouve chez Leclerc, chez Auchan, ça se retrouve sur des sites e-commerce. Tout ça, ça crée des gros soucis, des contentieux entre fabricants, entre distributeurs. Donc nous, notre idée, c'est plus d'essayer de sécuriser le système que de vraiment exploiter de façon commerciale les données derrière. Merci tout le monde. Voilà, je vais faire une petite démo pour ceux qui veulent rester un peu plus longtemps. On s'est dit, quand ils vont arriver, ils vont potentiellement avoir 1000, 2000, 3000 produits. Donc il va falloir quelque chose d'assez simple. Et on a pris un des standards sur ce qui existe actuellement, c'est Gmail, comme idée pour pouvoir construire un peu ce dashboard. Donc ce dashboard, on l'a vraiment construit comme ça. Et après, on a essayé de faire les fonctionnalités principales en 2 clics. Donc en gros, j'arrive, je suis un nouveau membre, je veux vendre mes produits, je veux pousser mes produits à un distributeur ou sur un site e-commerce, je crée un code. Automatiquement, le Jetin, il est calculé, le chiffre du produit, le code à barre. Je vais renseigner des informations basiques parce que nous, on a quand même besoin d'un tout petit peu d'informations. Donc le nom du produit et la marque. Je vends un pull vert de la marque Obad parce que je suis Obad. Je vais pouvoir saisir des photos, je vais pouvoir saisir une description, une URL sur mon produit, mes codes internes pour le retrouver dans mes systèmes. Et je valide et c'est fini, le produit est enregistré, ça se fait vraiment, c'est vraiment hyper rapide. Et le deuxième gros besoin de nos membres, c'était au final, j'ai ma bouteille de vin par exemple, je veux la vendre, j'ai besoin d'un code barre. Les chiffres c'est bien, mais j'ai besoin d'un code barre pour que ça puisse être scanné en caisse. Donc je vais pouvoir générer tout seul, moi-même, le code barre. Alors génération d'un code barre c'est hyper compliqué. Quand je suis arrivé il y a 1 an, je suis tombé sur le truc, il y a 40 paramètres techniques, de grossissement, de réduction des barres, etc. Donc nous, on s'est plutôt focalisé sur un truc très simple. On s'est dit, j'ai mon petit producteur qui vend sa bouteille de vin. Et il sait que sur son étiquette, il a 3 cm, ou 4 cm, ou 5 cm pour mettre son code barre. Et donc il va juste définir un peu la taille max, ce qu'il est capable d'accepter au niveau de la largeur de son code barre. Et c'est tout. Et c'est tout ce dont il a besoin de savoir. Il va ensuite cliquer sur télécharger. Et là, son code barre au format, alors ça l'ai mis en grand, mais au format image, au format vectoriel. On a aussi prévu un mode format vectoriel. Et donc, il va pouvoir lui-même l'insérer sur ses étiquettes. Il va pouvoir lui-même travailler sur son produit pour l'intégrer sur son packaging. Ou alors, il va pouvoir le fournir au format EPS ou SVG à son graphiste pour qu'il le mette en place sur son univers graphique. Voilà. Donc c'était vraiment nous ce qu'on a aussi vendu à nos membres, c'est je génère un code et je génère les barres qui sont associées en 2 clics, de façon vraiment très simple. Voilà. Les petits logos aussi ici, là c'était pour inciter nos membres à remplir les fiches produits, à donner de l'information. Et donc leur dire, voilà,
plus ta fiche est remplie et plus tu as d'étoiles. Donc ici, par exemple, on a un produit source de vigne. Ce produit source de vigne, on a le nom, on a la marque, on a des images, on a plus de données. Et du coup, on a un niveau qui est plus rempli. Donc ça on l'a repris on l'a piqué entre guillemets à LinkedIn, avec la force du profil LinkedIn qui vous dit si vous êtes un expert, si vous êtes, quelles sont les informations que vous devez remplir pour devenir encore plus visible sur LinkedIn. Donc c'était aussi un peu l'idée pour nous d'avoir quelque chose de très visuel pour nos membres, pour leur montrer, voilà, remplissez vos fiches, plus c'est rempli, et plus vous avez d'étoiles, et mieux c'est, et puis vous pouvez savoir quelles sont les fiches les plus remplies, et quelles sont celles qui ont besoin peut-être d'un peu plus d'informations à l'avenir. Voilà, donc c'est la V1 de notre site actuel, très light, mais ça marche très bien. Voilà, merci.